Salut, bonjour à tous, excellent réveil à vous sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin au sommaire. Le projet Arche dans la mise en œuvre de la phase 2 du microcrédit à l'AFIA et surtout le financement des artisans qui sont la cible de ce vaste projet. Le gouvernement part des succès déjà enregistrés pour convenablement s'ouvrir au futur. Il augmente la cagnotte de 2022 et la porte à 15 milliards de francs CFA, certainement une très bonne nouvelle pour l'ensemble des bénéficiaires déjà en attente. D'un autre côté, des dispositions sont énumérées pour le meilleur des soins aux Béninois. Le gouvernement s'est prononcé et a pris des mesures allant dans le sens de l'amélioration continue des prestations et de l'optimisation des coûts des évacuations sanitaires. Le relevé du Conseil des ministres d'hier mercredi fait l'objet de décryptage dans la presse nationale ce matin. À suivre la une des journaux avec Wahab Alipara et la revue de presse d'Action Monkanya Siongon en toute fin d'édition. Nous irons où les marchés vont s'animer avec Clément Achadé du service économie de la rédaction de Canal 3 Bénin. Et dans la suite du programme, le plateau de la discussion fera un zoom sur la vie des entreprises toujours affectées par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. On verra avec notre invité Albert Feliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, quels sont les défis économiques du secteur privé en 2022. Et puis, formation professionnelle, ouverture sur le monde de l'emploi. Un grand groupe ouvre ses portes au Bénin pour des métiers innovants au profit des élèves et étudiants. Nous irons donc ce matin à la découverte du groupe Galiléo Global Éducation France. Ses premiers responsables, Justine Azoté et Denis Chomel, seront avec nous en cours d'édition pour toutes les informations édifiantes. Merci de prendre ce rendez-vous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Et voilà, c'était la météo sur Canal 3 Bénin. Dans un instant, vous aurez votre mini-journal avec William Cliquant, déjà installé dans les titres. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et là, nous sommes à Djougou, chez les promoteurs de bars-restaurants. Pour la période de fin d'année, les tenanciers se plaignent des maigres recettes. Bienvenue, les dettes quelques jours après la Noël et le Nouvel An dans le rang de ces responsables de place festive. Et puis dans la suite, retour sur les images de la fête du Vaudou pour voir de plus près Zayanado, la capitale des festivités du 10 janvier. C'est dans le département du Zou, sur initiative du Conseil national des cultes endogènes. Des dignitaires venus de tout le Bénin se sont donné rendez-vous pour des cérémonies d'usage, comme vous pouvez le voir sur les images. Les précisions, ce sera avec Imet Hélène Amoussou. Dans quelques petites secondes, votre une des journaux.
Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Il y a eu Conseil des ministres hier, comme vous l'avez dit en introduction. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises et déclinées ce matin par les parutions. Mais on va commencer par le quotidien Fraternité qui nous apprend donc qu'il y aura plus de 1000 Béninois âgés d'entre 18 et 30 ans qui seront recrutés dans les unités textiles. Le quotidien Ménotin donc qui titre « Création d'emplois, une opportunité offerte à 1000 jeunes dans le textile ». Deadline le 30 janvier pour les inscriptions. Évacuation sanitaire, microcrédit, logements sociaux, le gouvernement consolide les acquis. C'est une information à découvrir à la page 2 du quotidien Fraternité. On apprend également qu'il y a eu 15 milliards de francs CFA en 2022, j'allais dire, pour le projet à l'APIA 2, et puis 20 milliards de la BOAD pour les logements sociaux, l'amélioration continue des prestations et l'optimisation des coûts d'évacuation sanitaire. À la une du quotidien de service public La Nation, évacuation sanitaire, des dispositions pour mieux soigner les Béninois. École des métiers du numérique, une délégation ministérielle s'inquiète de l'évolution des travaux. Info matin, réorganisation de la filière tomate à Dantokpa, à Magansé, le directeur général de la Sogema met fin à la pagaille ambiante. Et puis célébration des religions endogènes dans la commune d'Abomey-Calavi, le conseil communal au diapason des populations et de l'événement. L'autre quotidien, phase 2 du microcrédit à l'AFIA et du financement des artisans, le gouvernement décaisse 15 milliards de francs CFA au titre de l'année 2022. Réforme du système d'évacuation sanitaire, la nouvelle expérience comble les attentes. Adieu les évacuations vaches à lait. La Cloche, quotidien La Cloche, renforcement du capital humain, le gouvernement débloque 20 milliards pour soutenir les couches vulnérables. La phase 2 du microcrédit, densifier le financement des artisans opérationnels. Et puis caravane du Sud Bénin pour le changement de comportement social à Plahoué sous le signe de la responsabilité parentale. Émergence Info, Conseil des ministres, microcrédit, le gouvernement débloquera 15 milliards pour la phase 2. Le hautement social en marche, constate Émergence Info. Émergence Info qui nous apprend également qu'il y a eu promulgation de 3 lois sur la protection de la fille et de la femme. La présidente donc de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, salue l'engagement inégalé du gouvernement. Nord-Sud quotidien. De 2018 à 2021, 347 patients ont été évacués par l'État. Et puis restructuration, l'Infosec dissout, une décision prise donc hier en Conseil des ministres. Le matinal, Conseil des ministres, 15 milliards de francs CFA pour la phase 2 du microcrédit à l'AFIA. Une réorganisation en vue de la filière dragage de sable dans le Grand Nokoué. Et puis bilan satisfaisant également des évacuations sanitaires avec le PHF. Funérailles, spectacles et marches syndicales, les nouvelles dispositions du Code général des infos à retrouver donc dans les colonnes de Le Matinal. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui, comme beaucoup d'autres parutions ce matin, décline les décisions prises hier en Conseil des ministres. Création d'emplois, constate le journal, une opportunité offerte à 1000 jeunes dans les industries textiles. Oui, il faut rappeler que 1000 jeunes seront donc bientôt recrutés dans le textile, 1000 jeunes âgés de 18 à 30 ans pour ce recrutement massif et donc pour la création d'emplois. Le quotidien Fraternité en parle en sa une et en page 3 avec les précisions de Isaac Yahi qui a assisté hier au lancement donc de ce recrutement à la mairie d'Abomey-Calavi. Merci de nous rejoindre si vous venez de nous prendre au vol. Actu Matin, c'est la matinale. La suite avec le mini-journal.
Dans les titres du Midi Journal, eh bien, on l'annonçait. Là, nous allons directement à Djougou. Les promoteurs et tenanciers de bars, restaurants font déjà le bilan des recettes réalisées en période de fête. Ils ont vraiment nourri l'ambition de voir leur chiffre d'affaires augmenter dans cette période. Mais à l'arrivée, ils ont réalisé que les ventes du 25 au 31 décembre 2021 ne sont pas satisfaisantes. Un tour dans quelques bars, buvettes et restaurants à travers cet élément constat de Alassane Harouna. 2 semaines après les fêtes du Nouvel An, c'est l'heure du bilan des recettes réalisées dans les bars, restaurants et buvettes à Djougou. Pour les tenanciers et promoteurs des débits de boissons, les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs. Les clients se sont fait donc désirer, ce qui a du coup entraîné une chute drastique de ventes. Nous n'avons pas fait de beau chiffre d'affaires. Quand nous comparons 2020 à 2021, il y a une chute du point de vue recettes. Pendant les fêtes du 25 décembre et le réveillon du 31, également le 1er janvier, jour de fête. On va dire que c'est relativement baissé à propos de l'année 2021. Puisque l'année 2020, bon, on avait trop de clients ici. Même il y avait le soleil, les clients étaient sous le soleil. Les fêtes de fin d'année qui riment généralement avec une forte consommation et l'achat des boissons et autres produits ont été paradoxalement une période de mévente. L'année passée, là, je peux dire que ça s'est bien passé, quoi. Donc l'année passée, on a bien vendu. Mais pour cette année-là, ça a chuté un peu, quoi. Bon, par rapport à l'année passée, 2021, on a eu assez de clients. Mais pour cette année 2022, les clients étaient venus, mais ça n'a pas donné comme l'année passée. Les chiffres d'affaires se sont écroulés et les recettes journalières pendant ces fêtes n'ont pas été à la hauteur des espérances. L'année passée, de 2020 à 2021, on a eu la somme de 400 000 et quelques. Mais 2021 à 2022, pour cette année-là, ça a chuté un peu. Au moins, on a vendu 250 000 quelques. L'année passée, il y avait des mouvements, ambiance, tout. Mais cette année, ça a un peu chuté. Les tenanciers et promoteurs de bars, restaurants ne sont pas les seuls touchés par cette crise de mévente. Ceux des stands érigés aux abords des voies sont aussi frappés par la mévente. Pour les ventes de cette année 2021, vraiment, les ventes ne sont pas du tout bonnes par rapport à l'année 2020. L'année 2020, nous disons qu'on n'a pas vendu, mais on a vu que par rapport à cette année-là, vraiment, on n'a rien vendu pratiquement. Plusieurs facteurs justifient cet état de choses. Bon, les gens disent que l'argent ne circule pas, il n'y a pas l'argent dans le pays, tout est moche, les activités ne tournent pas. On se demande ce qui se passe. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a une morosité économique qui, à mon avis, s'accroît au jour le jour. Nous nous sommes dit, bon, avec les efforts des uns et des autres, surtout les efforts de ceux-là qui nous dirigent, que ça allait agir un peu sur nos recettes, nous surtout qui sommes dans le privé. Les fêtes de fin d'année sont des occasions privilégiées pour les promoteurs des bars-restaurants de faire de bons chiffres d'affaires. Mais cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et la morosité économique, c'est la mévente totale dans la plupart de ces lieux de distraction. Et voilà, c'était donc un constat de Alassane Harouna et de Abdou Sahabi Idrissou. Et vous l'avez constaté, vous l'avez entendu. On a parlé de la pandémie du coronavirus qui continue de sévir. La vie des entreprises, on en parle ce matin. Quels sont donc les défis économiques du secteur privé pour cette année 2022? Nous aurons Albin Feliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, en plateau au forum de discussion pour nous apporter donc quelques éléments d'appréciation.
Alors, allons maintenant du côté de la célébration de la fête du 10 janvier. C'est toujours d'actualité. Les festivités à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi ont été marquées, William Cliquant, par de grandes parades. Oui, Christian, les adeptes des différents cultes ont sacrifié aux traditions de libation et de spectacles publics en l'honneur des divinités. Manifestation auxquelles Wahab Ali Mara a pris part aussi. Suivez son reportage. C'est un pan du riche répertoire culturel et cultuel du sud Bénin qui est revisité ici à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les dignitaires des cultes endogènes de cet arrondissement n'ont pas laissé passer sous silence cette journée du 10 janvier. Aujourd'hui, comme notre cher papa, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, avait initié en 1992 pour la fête nationale de Vodou, nous-mêmes, comme nous sommes à Révier, et c'est le socle de Vodou, nous avons pensé à se regrouper pour pouvoir fêter. Les divinités à l'honneur ont été magnifiées et mises à contribution afin que paix, quiétude et santé accompagnent aussi bien le chef de l'État, les populations de Révier que la nation tout entière. Nous prions les dignitaires et le Vodou et dans son ensemble de nous aider à aller de l'avant, de nous aider à résoudre l'équation qui mine le développement de notre cher pays, le Bénin, précisément Révier, pour que nous, les populations, on y ait l'évolution et la paix et le succès dans notre cher pays, le Bénin. Les dignitaires du culte vaudou de Révier ont à l'unisson prié pour la stabilité du pays. Notre vivre ensemble a également fait objet de préoccupation et ils ont suggéré la concorde et l'unité nationale. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, comme les autres divinités, les Egungun aussi étaient en fait lundi. Ceux de Golo Djigbe se sont retrouvés au palais de ballet au Takpo à Yokpo pour prester devant un public motivé et bien enthousiasmé. Clément Achadé a fait un tour dans ce couvent. Il nous livre ici l'ambiance de la fête de Vodou chez les revenants. Regardez son point sur les images de Elvis Donoucoin. 10 janvier 2022, le Vodou est à l'honneur au Bénin. Et comme à l'accoutumée, les Ogougou n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition de cette édition. Ici, dans ce petit palais de Gloyokbo, commune d'Abomey-Calavi, des Ogougou, encore appelés Kouito, sont sortis de leur couvent pour purifier la surface terrestre du Bénin et prier pour les dirigeants. Et comme pour planter le décor, leur traditionnelle danse. No mi ta no lọ́wọ́ gbé ọ mẹ́rin ọ̀dọ̀ foto kunu wa dagbe o foto yẹn wa no wa foto kunu njo mu foto me ti yẹn to keka bo ndo ko lo bo sole me mu ko mo yan re bo foto me an ndagbe de no mo foto me support mi do mi no foto kan mi no wiwe ji bo no foto de kan mi ni ti ya ko me yi don we ma do foto kan bo le nous autres aussi yao maro vodu kon bo do me wa dakanu nous autres o aro vodu kon mo wa dagbe no hon nu me o se gbe o nan lulu ologbojo baba egun nan lulu kritole bo ye ton egbe bo dafo ayi bo na safo nu yan do e na kpo bi so yi bo dagbe na bi yokwe un jour de fête pour ces Egungun qui entendent révéler le Bénin au reste du monde à leur manière.
Balai Otakpo et les siens veulent enseigner à la nouvelle génération les bienfaits de cette pratique endogène qui regorge de nombreux avantages pour la société. Après cette édition, les praticiens de Kuito mettent déjà le cap sur 2023 pour de nouvelles innovations qu'ils entendent apporter à la pratique et l'initiation au Egungun. Environ 2 heures de danse et de démonstration et le public invité se sent séduit par ce mystère incroyable mais réel. Une édition réussie que Balai Otakpo et ses éléments initiés veulent rééditer ici à Glo-Yokpo les années à venir. Eh bien, les chefs de culte, adeptes et autres acteurs des cultes endogènes du département du Zou étaient également en liesse cette semaine. Les manifestations au plan départemental se sont déroulées à Zanyanando sous la houlette du Conseil national des cultes endogènes. Une occasion idéale pour inviter les acteurs du milieu à œuvrer surtout pour la discipline et à la préservation des traditions de la localité. Précision, Imet Hélène Amoussou. Ce 10 janvier, responsables de cultes de diverses divinités et adeptes, dignitaires et autres étaient encore en fête. Les réjouissances dans les couvents ont démarré depuis quelques jours. La célébration de la fête du Vaudou, démarrée il y a presque 3 décennies, est désormais ancrée dans les habitudes. C'est l'occasion de faire des rituels, libations ainsi que des sacrifices nécessaires, non seulement pour revitaliser les esprits, mais surtout faire étalage des richesses culturelles et culturelles du pays en matière de religion endogène. Le vaudou accorde l'inspiration et permet la révélation. Il met les conditions en place pour favoriser l'union et le divin. Le vaudou, c'est notre tradition et il n'est pas folklorique ni diabolique comme certains esprits malsains tentent vainement de le décrire. C'est le plus grand héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Nous en sommes fiers. Nous devons le préserver vaille que vaille. Sans la tradition, il n'y a pas de développement. Nous avons besoin du soutien que Dieu Tout-Puissant et les membres de nos ancêtres les accompagnent. Un véritable moment d'allégresse et de reconnexion avec la tradition. Diverses manifestations sont organisées dans les couvents et dans les différentes villes. À Zanyanando, le Conseil national du culte endogène a aussi convié les sommités et autres pratiquants du milieu. Le grand rassemblement consacré aux festivités officielles au plan national a été l'occasion de rappeler l'importance de valoriser la culture, notamment les cultes endogènes au regard de ce que cela peut apporter au développement du tourisme. En tant que leaders à divers niveaux, nous devons être des exemples à suivre par nos communautés. C'est pourquoi j'invite chacun de nous à une réflexion profonde pour que nous puissions nous-mêmes rendre à nos traditions leur lettre de noblesse. Et cela passe par l'amélioration de nos rites et cultes endogènes, la modernisation de certaines pratiques. Pour cette édition 2022 de la fête du Vaudou, on a encore prié et imploré la protection des dieux, la paix, l'union et la quiétude. Ces retrouvailles pour célébrer les cultes endogènes ont été le cadre idéal pour inviter les uns et les autres à œuvrer pour l'assainissement du milieu afin que les dignitaires inspirent davantage confiance. Le sérieux dont chaque pratiquant et dignitaire ferait dorénavant preuve, en plus du profond travail à faire pour corriger les imperfections, favoriserait selon eux l'entente, la considération et mieux la cohabitation. Et ce sera tout pour les nouvelles matinales de ce jeudi. À demain. Voilà, nous vous disons merci.
Très bonne journée. Merci. Du jeudi. La suite de la matinale. Dans un instant, nous irons donc sur les marchés avec Clément Tchadé. Ce sera la page écho de ce jeudi matin. Sport matin avec Ali Moumouni qui reviendra donc sur les différents résultats des différentes rencontres comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il nous donnera également le programme de la journée. Et puis dans la suite, le forum de ce jeudi consacré à l'économie. Nous irons au cœur des entreprises et voir donc quels sont les défis économiques du secteur privé en cette année 2022, surtout avec cette pandémie du coronavirus qui continue de sévir. Albin Feliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, est notre invité. On n'oublie pas la rubrique enseignement-éducation avec un groupe qui s'installe au Bénin, le groupe Galileo Global Education, qui est une école internationale qui forme à l'innovation. Justine Azoté et Denis Chomel sont mes deux invités à recevoir dans la deuxième partie. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. La page écho sur Actu Matin avec vous, Clément Tchadé. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, Christian, très rapidement, voici les marchés qui s'animent ces 3 ou 4 prochains jours. Et très rapidement, ce jeudi s'anime le marché de Tchabikouma. Le marché de Tchabikouma s'anime ce jeudi. Le marché de Materi, le marché Bénin qui est situé dans la commune de Waké. Le marché de Djougou s'anime ce même jeudi. Le marché de Komé, le marché de Doutou, le marché de Lokossa, le marché de Kwassé, c'est à Ouida, le marché de Zé et le marché de Tofo. Demain vendredi s'animent les marchés de Dassazoumé, le marché de Banter, le marché de Wando, le marché de Vakon, le marché de Iwoye. Iwoye, c'est dans la commune de Ketou, le marché de Toukontounan, le marché de Kouandé, mais aussi le marché d'Alada. Samedi, le week-end donc, s'anime le marché de Tobré, le marché de Natitengu, le marché de Doumé, c'est dans les collines, le marché de Gouka, toujours dans les collines, précisément à Bantel, le marché de Sakité, le marché d'Avrankou, le marché de Grand Popo, le marché d'Azerke et le marché de Kero. Le dimanche s'animent les marchés de Massi, Ouedeme, Logozore, le marché de Mangou, le marché de Peonko, le marché de Niki, le marché de Pira, le marché d'Ayara, le marché de Semekoyi et enfin toujours dimanche s'anime le marché international d'Antopa. Et sans transition, voici pour vous
quelques tendances de prix dans nos marchés. Akpasset, Tofor et aussi Azer. Le soja coûte sur les marchés, sur ces 3 marchés, 250 francs le kilogramme. Le petit mil est à 510 francs le kilogramme, alors que le combo est à 775 francs le kilogramme. À tout contournant, un peu comme à Kouandé, le maïs coûte 225 francs le kilogramme. L'huile végétale est à 800 francs le litre, alors que le gari coûte dans ces 2 marchés 570 francs le kilogramme. Le sorgho est à 370 francs le kilogramme. À Avrancourt, un peu comme à Sakété, le maïs coûte dans ces marchés 400 francs le kilogramme. Le haricot 600 ou 700 francs le kilogramme. Le sorgho est à 525 francs le kilogramme. À Dantokpa, au marché international Dantokpa, Cotonou ici donc, le vanzou, puisque la fête est terminée, Christian, le vanzou est revenu à 1800 francs le kilogramme. Auparavant, les gens l'ont acheté jusqu'à 2500 francs pendant la période des fêtes. Toujours à Dantokpa, l'huile de palme est à 1300 francs le litre, alors que le tapioca est à 500 francs le kilogramme. Les tomates sont à 775 francs le kilogramme. Liam jaune, liam appilé donc, est à 400 francs le kilogramme, soit les 50 kilogrammes à 40 000 francs. Voilà. Merci beaucoup, Clément Tchadé. C'était la page économie qui ouvrira la voie dans quelques minutes à la page éco. Ce jeudi, donc, vous nous reviendrez en plateau tout à l'heure, accompagné des débatteurs du jour et de notre invité. On verra donc les défis économiques que les entreprises doivent relever tout au long de cette année 2022. Comment ces entreprises doivent-elles s'organiser pour véritablement se relancer et s'imposer sur le marché national et international. Merci donc pour les informations sur les marchés. On observe la pause et ce sera les sports. LBM, notre passion vous transporte. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus,
Le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Allez, dans la suite de notre programme matinal, on aura les sports avec Ali Moumouni. En attendant qu'il ne s'installe en plateau, eh bien, on vous propose de suivre ce document réalisé. Il s'agit donc d'une, je dirais, incursion, si vous le voulez, une immersion au cœur de ce club AS Takounen. C'est une interview réalisée par Ali Moumouni que je vous propose de suivre. Oui, l'objectif est resté le même. Et il faut dire que nous avons l'ambition de jouer la Super League cette saison. Nous avons recruté pour... Mais au même moment, on a un projet à long terme. Donc par rapport à ça, on a un effectif jeune. Et c'est sur cet effectif-là que nous voulons tabler sur plusieurs années. Mais l'objectif reste le même, c'est la montée en Super League. Oui, vous savez, actuellement, on a un entraîneur qui fait un bon travail. Et comme je viens de le dire, on est à 3 points des adversaires directs. Nous travaillons pour remonter la pente. Et dans les tout prochains jours, je crois que l'entraîneur est en train de travailler pour qu'on puisse améliorer les résultats. Mais il faut voir, il faut dire aussi que le niveau est très relevé au niveau de la zone A. Et nous avons de grosses pointures. Et en dehors de tout,
AS Takouné vient de rejoindre l'élite. Et si vous regardez parmi les équipes qui se sont détachées dans le peloton de tête, je veux parler des 5-6 qui sont dans le peloton de tête. Ce n'est que Takouné qui vient de rejoindre l'élite. Donc il faut dire que c'est... Et puis on a un effectif jeune, il y a des questions d'expérience et tout ça. Mais nous travaillons quand même pour remonter la pente. Et le président Labiou Amadou Djibril, il est très préoccupé par la situation. Et je crois que dans les tout prochains jours, on va pouvoir corriger les choses pour améliorer nos résultats. Et je crois que les techniciens sont à pied d'œuvre. Si vous suivez bien nos matchs, nous jouons. C'est une équipe joueuse. On a une équipe très jeune et joueuse. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'expérience aussi. Et nous avons des difficultés à marquer pendant que nous jouons. Les grandes rencontres qu'on a eues à perdre contre les grands comme Buffle, Béquet et autres, c'est l'expérience qui finit par avoir raison de nous. Nous dominons le match et contre le cours du jeu, on prend des buts. Puisque les autres ont des attaquants plus ou moins expérimentés. Par exemple, la dernière fois contre Buffle, nous avons dominé tout le match. Mais c'est sur des comptes qu'on a eu à encaisser des buts. Et je crois que c'est sur ce secteur-là que l'entraîneur est en train de travailler pour que déjà devant les buts, que pendant que nous sommes en train de dominer, que les buts suivent. Oui, Takouné déjà a une équipe U20 qui a fait le championnat amateur la saison dernière. On a aussi des joueurs de catégorie d'âge des U17. Et pendant les vacances, nous organisons des tournois U17 au même titre que les tournois des grandes vacances que le président Labiou Amadou Djibril parraine. Et il y a souvent des techniciens qu'il désigne, qui sont sur ces tournois-là pour détecter les talents. Donc chaque année, si vous regardez dans l'effectif de Takouné, chaque année, il y a au moins 1 ou 2 jeunes qui montent dans l'équipe première pour apprendre et pouvoir progresser. Donc dans le projet, au fait, à chaque fois que nous signons un entraîneur, il y a cette partie-là du projet qui tient beaucoup au président Labiou Amadou Djibril. C'est de suivre les enfants sur une durée pour pouvoir avoir les résultats. Et même dans le recrutement, si vous regardez, la moyenne d'âge à Takouné, c'est 21 ans ou plus. C'est 21 ans ou plus. Quand vous prenez notre 11 de départ, à peine nous avons 2 joueurs de plus de 25 ans. Nous avons tablé, par rapport au recrutement, nous avons tablé sur des jeunes joueurs sur qui nous pouvons compter pour l'avenir. Puisque l'objectif du président Labiou, ce n'est pas que l'élite, ce n'est pas que les titres, mais c'est surtout comment faire valoir les talents, les jeunes talents, et pour que, en tout cas, au haut niveau, que nous puissions sortir de bons produits pour non seulement l'équipe nationale, mais pour aussi permettre au club de se vendre à l'extérieur. Bien sûr, il y a un projet de création de centres. Je crois que le président est en train de travailler là-dessus. Même actuellement, les U17, à la fin des tournois U17, les meilleurs joueurs sont détectés. Et le président Labiou Amadou Djibril s'occupe de leur scolarité sur chaque année. Donc, depuis 3 ans que nous jouons les U17, à chaque fin du tournoi, il y a toujours 1 ou 2, 3 talents qui sont détectés et qui sont suivis dans leur scolarité. Et au même moment, c'est les enfants qui s'entraînent. Donc, en réalité, il y a un centre de formation, mais jusque pour l'instant, il n'y a pas un internat où les enfants sont internés, mais c'est les enfants qui sont suivis, que ce soit sur le plan de l'éducation ou que sur le plan sportif aussi. Je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Les enfants sont déterminés.
les techniciens aussi travaillent. Je crois que le président aussi ne dort pas. Le président, il ne dort pas. Et je crois que dans les tout prochains jours, nous allons pouvoir donner de nos nouvelles. Et voilà, nous étions donc avec le président, je dirais, hein, l'un des membres du staff technique de AS Takounais, qui nous parlait un peu du parcours de cette équipe et notamment qui nous apportait des précisions sur le recrutement. On va observer la petite pause, le temps d'installer Ali Moumouni, qui reviendra donc sur l'actualité du moment. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, les sports avec vous, Ali et Moumouni. Bonjour, bienvenue. Bonjour Christian. Oui, la forme hier. Alors, au menu, au programme, après l'interview du jeudi, ce matin. Oui, vous avez suivi, vous avez bien sûr présenté l'interview du jeudi qui parlait bien sûr de l'AS Takounais qui est en difficulté en championnat compte tenu du niveau de l'équipe qui essaye de travailler avec les jeunes. D'une manière ou d'une autre, c'est une forme de promotion de la jeunesse et du développement qui se fait dans la commune de Kandi. Et donc, juste après ça, nous allons aborder donc, les différents résultats de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a eu quelques rencontres qui ont été disputées. Donc, la première rencontre, c'était la rencontre à polémique qui a eu bien sûr entre l'équipe de la Tunisie et son adversaire du Mali, le Mali qui a réussi à s'imposer à l'arrivée sur le score d'1-0. Résultat qui n'a pas été contesté bien sûr, mais l'arbitre zambien qui a mis donc fin à la rencontre à seulement 5 minutes de la fin des 90 minutes. Ensuite, il est revenu sur sa décision quand il s'est rendu compte de l'erreur. Et le même arbitre qui a encore mis fin à cette rencontre avant les 90 30 minutes. Secondes de la fin des 90 minutes. Une polémique. Spécial. Oui, justement, l'arbitre qui est impliqué dans plusieurs situations, justement en 2018 et aussi en 2013, des situations de fraude. Et on ne sait pas comment ça se fait. Et ce même arbitre se retrouve sur le terrain. Et justement, c'est un arbitre qui était également convoqué lors de la dernière Coupe arabe en décembre dernier par la FIFA. Et donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et certaines personnes le fustigent, même d'ailleurs ça sur la toile, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive justement. Et les gens se disent, puisque c'est en Afrique, certainement qu'on pourra les retrouver encore en finale de la Coupe d'Afrique. Ce qu'on n'espère pas justement. Donc voilà pour ce qui concerne cette rencontre entre le Mali qui s'est imposé 1-0 à l'arrivée face à la Tunisie. Donc une rencontre entre les Aigles du Carthage et puis les Aigles du Mali qui l'emportent. Donc avec les premières victoires dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'autre rencontre. C'est une question posée à Ali, parce que étant sur le plateau, est-ce qu'il peut arriver que l'horloge de l'arbitre le trompe? Et l'arbitre n'est pas le seul sur le terrain. Ils sont 4 en fait. Il y a 2 de touche et quelqu'un, voilà, et c'est son assistant. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas de continuer? Je veux savoir. Bon, l'arbitre central, il est le juge en fait. Il a le dernier mot. Donc, il peut discuter avec ses assistants, comme il peut ne pas discuter avec eux. Et pour la plupart, ce n'est pas souvent récurrent devant un arbitre, avant de siffler la fin, demander est-ce que je peux siffler la fin. C'est lui qui demande le temps additionnel. C'est lui qui peut dire, par exemple, augmenter 3 minutes, donner 4 minutes. Ou encore, il peut encore laisser l'arbitre assistant donner la durée qui lui convient. Donc, c'est à lui de décider. Donc, ça montre peut l'induire en erreur, c'est vrai. Mais dans le cas d'espèce, il n'a même pas demandé les arrêts de jeu. Donc déjà, ça cause un problème. Voilà. Donc, voilà en question. On a entendu aussi sur la toile certaines personnes qui ont parlé de l'arbitre CEDEAO. Vous y comprenez quelque chose?
L'arbitre CDAO. Je ne sais pas ce qu'il veut. Non, c'est un arbitre zambien. Un arbitre zambien. Et il s'appelle Gianni Siskawe. Voilà, c'est un arbitre zambien. Voilà. Merci Christian pour cette déduction. J'essaie de m'éviter ça, mais donc vous m'avez amené quand même. Ah, ça, donc on disait tout à l'heure que le Mali s'était imposé à l'arrivée, score 1 but à 0, pardon. Et l'autre rencontre de la journée, c'était entre les Mauritaniens, les Morabitoun, qui étaient face à l'autre équipe qui faisait sa première entrée en lice à une Coupe d'Afrique, à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien sûr la Gambie, et la Gambie a pu s'imposer à son adversaire. Score à l'arrivée également, 1 petit but à 0. Et pour finir en soirée, la Côte d'Ivoire qui était donc face à son adversaire, la Côte d'Ivoire également s'est imposée à cette petite équipe difficilement quand même sur de la Guinée équatoriale. On sait bien sûr que la Guinée équatoriale a de quelques individualités, mais elle a mis en difficulté cette équipe ivoirienne. Le plus important, c'était la victoire, et la Côte d'Ivoire l'a emporté à l'arrivée, score 1 but à 0, but de Marcelin Gradel. Marcelin Gradel qui, je croyais, à la veille, était en deuil, n'a pas pu assister à l'enterrement de son père. Voici pour ce qui concerne les matchs disputés hier. Aujourd'hui, Christian, on aura seulement 2 affiches, et c'est la deuxième journée de cette 33e édition qui commence. Le Cameroun sera face à l'Éthiopie pour sa deuxième sortie cet après-midi à partir de 17h au stade Olembe du Bénin. Et puis le Cap Vert qui aura pour adversaire le Burkina Faso, rencontre en dernière heure de la soirée, donc en deuxième heure carrément à 20h. C'est toujours au même stade Olembe. Christian, voici pour les sports. C'était donc les sports. Je vous ai vu réagir tout à l'heure sur la décision du fameux arbitre zambien. Décision insensée, irréelle pour vous, Herman Parfait? Non, elle n'est pas insensée, elle n'est pas irréelle, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'éléments que nous ne maîtrisons pas. L'arbitre, j'ai déjà vu un match de football où l'arbitre s'est écroulé sur le terrain. L'arbitre a peut-être des éléments qui l'obligent à arrêter le ballon. Et puis, c'est un problème de santé. Comme il a dit, oui, comme il a dit aussi, l'horloge peut induire l'arbitre en erreur. C'est beaucoup d'éléments à la fois. Je pense que c'est trop tôt de jeter l'arbitre avec l'eau de pain et tout. Il faut lui poser des questions pour savoir ce qui a pu se passer. Mais il y a beaucoup d'antécédents aussi qu'il a rappelé. Arbitre qui a fait ci, il a été suspendu pour de corruption et bien d'autres. C'est vrai que les deux événements ne sont pas liés, mais le plus important, c'est que quand on regarde bien, on se demande, dans tous les cas, il va présenter son rapport, on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé concrètement. Parce que pour avoir arrêté un match à 5 minutes de la fin, il s'est rendu compte de son erreur, il revient sur la pelouse et il commet la même erreur en arrêtant encore le match à 30 secondes de la fin. De 5 minutes, dans un intervalle de 5 minutes. Le premier et le deuxième acte. Et je me suis dit, c'est tellement peut-être une sorte de pression, sans même réclamer l'arrêt de jeu, peut-être se voyant sous le toit du monde commettant cette erreur, et il revient peut-être une sorte de pression et ça l'amène encore. Mais dans le cas, il y avait aussi un carton rouge, au Malien, qui était. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Pour finir, il y a beaucoup d'éléments. Mais ce que je retiens de cette canne-là, pour ce qu'on a vu, c'est que l'Afrique de l'Ouest est suffisamment bien représentée. Le Nigeria nous donne des raisons de rêver pour ce qu'on a vu par rapport à ce match-là. Mais c'est la Côte d'Ivoire que je ne suis pas encore arrivé à comprendre dans ces jeux. Il faut que la Côte d'Ivoire nous offre la Côte d'Ivoire a suffisamment d'individualité, mais c'est le collectif qui manque à cette équipe ivoirienne. Même leur entraîneur l'a bien dit, les joueurs ne jouent pas en fait les uns pour les autres, puisqu'ils sont déjà eux-mêmes aussi des joueurs de très haut niveau. On a l'impression qu'il y a une sorte d'ego au niveau des joueurs, et donc chacun veut jouer pour lui-même. On a vu, c'est l'entrée de Zaha et puis de Nicolas Pepe qui a changé un peu, les deux qui ont essayé de se retrouver, mais à un moment donné on voit Nicolas Pepe également qui allait seulement pour tenter lui-même des frappes, alors qu'il y avait un attaquant de marque, justement Sébastien Haller, qui est un joueur de haut niveau, meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement avec 10 buts. Je crois que quand on a un attaquant pareil, on fait tout pour le nourrir, parce qu'on sait que quelle que soit la situation, il pourra trouver le fond des filets. Et pour revenir sur cette rencontre entre le Mali, entre les aigles du Mali et les aigles du Carthage, il y a eu quand même certains sachants dans le domaine, comme des anciens
les arbitres ont estimé que la Tunisie également risque de perdre cette rencontre-là sur tapis vert. L'arbitre pourra être sanctionné de son côté et la Tunisie également pourra être, parce que lorsque l'arbitre est revenu pour une deuxième fois pour terminer, pour la sortie des vestiaires, l'équipe malienne est sortie, mais l'équipe tunisienne n'était pas sortie, étant frustrée. Et donc je crois qu'à ce niveau, il y a un problème parce qu'un match doit faire les 90 minutes. Et si l'arbitre est revenu déjà, reconnaissant son erreur, il fallait que les joueurs également reviennent, le staff revient pour jouer. Et la suite des rencontres. Une scène inédite, selon vous? Bon, une scène inédite en ce qui concerne cet arbitrage et cet arbitre en personne dont on sait que Ali l'a rappelé tout à l'heure, en 2013, en 2018 également, et même en décembre dernier, je crois. Non, en décembre dernier, il a été sollicité pour une grande compétition, quand on tient compte du fait que l'arbitre avait des 16 ans d'antécédents et qu'on le sollicite à toutes les compétitions. Voilà. C'est vrai qu'il n'était pas en fait sur le terrain, mais il était quand même parmi les arbitres convoqués. Très bien. Donc moi je me dis qu'un grand travail devrait être fait à ce niveau. Lorsque vous êtes un arbitre et qu'il y a trop de polémiques, trop de commentaires de ce genre sur votre personne, ça pose un véritable problème. Que s'est-il passé pour que peut-être mentalement ou psychologiquement l'arbitre ne soit pas préparé à l'effet 5 minutes avant la fin d'un match de siffler sans même peut-être consulter ses collaborateurs, ses assistants et autres, parce que ce que nous savons pour ces rencontres de haut niveau, il y a toujours ne serait-ce que 2 minutes d'arrêt de jeu, et maintenant l'arbitre après son chrono devrait au moins consulter qui de droit, de manière à ce que l'heure supplémentaire, c'est-à-dire les arrêts de jeu, soit complétés. Il ne l'a pas fait, il a déjà donc soustrait 5 minutes, peut-être heure de chrono toujours, mais si l'idée de demander l'heure supplémentaire, les minutes supplémentaires, l'opération avait été effectuée, je crois qu'il n'aurait pas commis la même erreur. Et comme Ali l'a dit, il n'y a pas que l'arbitre à interpeller dans ce cas de figure, parce que quand il a lancé les 5 minutes après, il y a que l'autre équipe n'est pas sortie pour ce... Oui, on vous écoute. Moi, je pense que l'erreur est humaine, mais c'est persister dans l'erreur qui est extrêmement grave. Et lorsque vous avez commis premièrement une erreur et que vous revenez sur la pelouse et que le jeu n'est pas terminé, vous commettez la même erreur en moins d'une heure. L'intervalle de 5 minutes. En moins de 5 minutes, je vous en prie, c'est vraiment grave. Il faut que ceux qui sont au niveau de la CAF et autres puissent effectuer des examens médicaux. Peut-être que j'exagère en le disant, à cet arbitre pour voir, parce qu'on a l'impression quand même qu'il a une certaine notoriété, qu'il a un certain talent, une certaine compétence, et il est sollicité à chaque fois malgré les polémiques autour de sa personne. Donc, si il continue de persister dans l'erreur, il faut aller voir sous lui qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut aller lui faire des examens médicaux. On va finir avec ça. Pour conclure, je crois qu'il avait quand même tous les moyens à sa disposition, parce qu'on a vu pour des compétitions pareilles de ce niveau, l'arbitre a quand même, je crois, tous les moyens. S'il faut changer la montre, s'il faut changer l'équitoriel, s'il faut changer même sa tenue, s'il faut changer tout ce qu'il faut, doit être normalement là en réserve. Et je crois qu'il n'avait pas d'excuse pour dire peut-être que c'est sa montre qui est en difficulté ou bien qui est gâtée, le chrono qui n'est peut-être pas, je dirais, en cohérence ou en symbiose avec l'autre, le temps des autres. Donc il avait quand même tous les moyens pour ne pas commettre cette erreur. Il y a Christian à espérer juste que d'autres arbitres ne viennent pas nous gâcher les matchs comme ça, parce que ce sont de belles fêtes auxquelles nous souhaitons continuer à jouir. Il ne faudrait pas que ce soit l'arbitre, les erreurs d'arbitrage qui viennent créer des frustrations au sein, je dirais, des populations, des équipes et même de leurs concitoyens. Et surtout donner raison à ces Européens, excusez-moi, les thèmes qui pensent que l'Afrique est toujours derrière. Parce que l'Afrique est l'avenir. Il faut qu'on puisse aussi montrer à la fin qu'on est capable de l'Afrique comme on l'a fait les choses. À la suite de cette affaire, les anciens, on est nostalgique des Amokachi, des Taribo Ouest, parce que cette canne-là nous offre, vraiment, on est juste là. En tout cas, nous sommes au début. Nous sommes au début. Quelqu'un a battu. Nous sommes au début. Nous sommes au début. La deuxième journée à partir d'aujourd'hui, avec des titres de Rachid Yekini, tout ce que c'est sûr et certain que vous
saurait tout ça avant la fin de cette compétition. Merci Ali Moumouni. Allez, vous autres, vous restez en plateau. On va installer notre invité, Albin Feliro. Avec lui, il sera question de parler de l'économie, de la vie des entreprises. La pause. LBM, notre passion vous transporte. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. Et voilà, c'est Économie sur Actu Matin et on va parler donc de nos entreprises, les entreprises béninoises et voir quels sont les défis qu'il faudra relever tout au long de cette année 2022 pour espérer véritablement conquérir le marché. Albin Feliro, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, est avec nous en plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Voilà, nous venons de passer une année 2021. Les entreprises, vous avez déjà réalisé des bilans pour voir un peu si il y a eu une certaine progression ou une certaine régression tout au long de l'année pour réussir, pour voir dans quelle mesure faire des réajustements pour 2022. Je crois que la plupart des entreprises, pour celles qui ne sont pas mortes, ont su par elles-mêmes. Parce qu'il y en a qui sont mortes. Oui, malheureusement, bien évidemment, la pandémie a tué des personnes, mais également a mis à mal des structures commerciales pour des raisons que l'on connaît, absence de marché, difficulté des essais, justement parce que contre la pandémie, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu des entreprises à qui on a demandé de fermer leurs portes alors qu'elles se portaient très bien. Quand je prends les boîtes de nuit, je prends certains restaurants qui ont dû réaménager, etc., avec des investissements pour ceux qui ont pu les faire en ce moment-là, mais ceux qui n'ont pas pu et à qui on a demandé de fermer les portes, évidemment, elles sont mortes. Mais pour celles qui sont restées, j'allais dire, accrochées, je crois qu'il faut louer leur capacité de résilience et également leur façon dont ils ont pu s'adapter aux nouvelles technologies et essayer de rebondir. Donc il y a tout un travail, changement de paradigme, changement de façon de voir les choses. Le monde a évolué. Heureusement, les outils technologiques ont permis de régler et de sauver quelque peu certaines entreprises. Mais c'est de dire qu'il faut louer très sincèrement la capacité des entreprises de façon générale, en particulier celles béninoises, sur leur capacité de résilience. Oui, Clément Achadé, de ces précisions qu'il vient de nous apporter Albin Feliro, et vous, de votre regard d'analyste, pensez-vous que les entreprises ont, dans leur ensemble, résisté à cette pandémie que l'on traîne depuis pratiquement 2019? Moi, je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau aux entreprises béninoises. Et comme l'a dit le président, qui ont pu résister avec tout ce que nous connaissons, avec le respect des gestes barrières, avec, je dirais, toute la difficulté qu'a connue le secteur privé. C'est vrai, l'État ou le gouvernement a su jouer son rôle, a su aider, a su montrer sa solidarité envers ces entreprises, mais malgré ça, les entreprises avaient connu d'énormes difficultés malgré ce soutien-là. Et donc, si on se rend compte que avec
je dirais, les difficultés liées à cette Covid, les entreprises ont su résister et qu'elles ont réussi quand même à faire des performances. Quand vous allez dans le secteur privé, les secteurs comme le tourisme, les secteurs, je dirais, hôteliers et autres, vous vous rendez compte que vraiment il faut tirer un coup de chapeau et que c'est vrai, le temps est passé. Aujourd'hui, on n'est plus trop collé au respect des gestes barrières, même si elles demeurent. On est à l'étape de la vaccination avec le vaccin. Je pense que les entreprises aussi ont de quoi à se relancer davantage pour pouvoir faire d'autres performances. Donc, je pense qu'elles ont suggéré et qu'il faut leur tirer un coup de chapeau et aussi saluer les efforts de nos autorités, des autorités publiques qui n'ont pas laissé ces entreprises-là comme étant des orphelins. Et puis, on a constaté qu'il y a une évolution importante. Compte tenu de la taille de chaque entreprise, on a vu ce programme du gouvernement qui est allé à la rescousse des promoteurs, des chefs d'entreprise pour que dans une certaine mesure, certaines entreprises puissent véritablement faire face au choc provoqué par la pandémie du coronavirus. Alors, pour 2022, on se dit, quelle sera la donne Rabali Para? Oui, vous faites bien de souligner cet accompagnement du gouvernement à l'endroit des entreprises privées surtout, qui ont connu ce choc du coronavirus et le président l'a rappelé tout à l'heure. Je vais lui faire quelques questions tout à l'heure, mais en attendant, il faut reconnaître que oui, les entreprises béninoises, les entreprises privées ont reçu ce choc de manière plus ou moins violente. Il n'y a pas que les autres entreprises, même Canal 3 Bénin est touché. Et vous savez les difficultés que nous avons eues durant la période, mais ne serait-ce que l'organisation même de l'émission, les difficultés à avoir des invités qui craignaient, par exemple, pour leur santé et autres, et nous-mêmes des hésitations pour notre propre santé avec les invités qui viennent de l'extérieur, et on ne sait pas ce que cela pourrait donner. Maintenant, quand on ferme cette parenthèse, on reconnaît donc qu'il y a des entreprises qui ont véritablement été frappées. Maintenant, quand l'État a apporté son accompagnement, comment les entreprises qui étaient mortes, le président a souligné qu'il n'y a pas que ceux qui ont survécu, il n'y a pas eu que des moribonds, il y en a qui sont complètement mortes en raison des mesures prises, les mesures, je dirais, radicales, un peu dures tout au début à l'avènement donc du coronavirus. Alors, Monsieur le Président, comment les entreprises, avec cet accompagnement de l'État, je veux d'abord parler des entreprises mortes, comme vous avez dit, est-ce qu'il y a possibilité pour ces entreprises de se ressusciter, de se réveiller, et comment? Alors, pour celles qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'État, quelles sont les dispositions qu'elles prennent? C'est vrai, chacun a sa méthode. Quelles sont les dispositions qu'elles prennent, n'est-ce pas, pour se relancer au cours de la nouvelle année? Justement, autant de questions à vous poser, vous allez réagir tout à l'heure. On va permettre à Herman également de se prononcer. Oui, Herman. Oui, c'est déjà heureux de savoir que le Bénin a su gérer cette crise-là. Pendant que beaucoup de pays ont pratiqué le confinement, le Bénin a fait l'option d'un cordon sanitaire. Toujours est-il que dans ces différentes mesures, dans la panoplie de mesures qui ont été prises, dans la foulée, il y a eu que les restaurants ont dû fermer. On a dû fermer des restaurants, des bars. Beaucoup d'entreprises ont dû voir leurs activités suspendues dans la période. Et donc, ça a forcément entraîné ce à quoi fait allusion le président, c'est que des entreprises sont mortes. Il y en a qui ont essayé de survivre un peu, qui demandent également des bouffées d'oxygène pour pouvoir continuer à vivre, parce que justement, ne faisons pas l'amalgame. Est-ce que en donnant ou en accompagnant les employés des entreprises, l'État aussi a accompagné l'employeur lui-même? C'est ça la grosse interrogation. Si l'accompagnement voulu par l'employeur lui-même n'est pas à la hauteur pour pouvoir garder des employés, ça cause également problème. Et donc ça peut amener d'ailleurs à des licenciements, ça peut amener à beaucoup d'éléments. Je pense que c'est beaucoup de facteurs sur lesquels on va pouvoir interroger. On vous écoute. Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Tout ce que vous avez dit là, je crois que ça a du sens. Juste pour vous dire que les difficultés que nous avons connues les 2 dernières années, n'oubliez pas qu'il y avait d'abord la fermeture des frontières avec le Nigeria. On n'a pas fini de régler ça.
que la pandémie, évidemment, est venue porter le coup de grâce, il faut le reconnaître. Deuxième chose, oui, nous avons eu l'accompagnement du gouvernement, et je crois que c'était un minimum qu'il fallait faire au moment où nous anticipions à réfléchir et à évaluer le montant d'investissement qu'il fallait. Il y a eu des gens qui ont pensé que c'était une vue de l'esprit. Mais heureusement, le gouvernement nous a entendus et nous a accompagnés par rapport à ça. Mais ça reste un accompagnement. Vous l'avez dit, une bouffée d'oxygène n'est jamais la remise en état d'une entreprise. Mais ça a pu permettre de régler un certain nombre de petits problèmes. Mais en même temps, il y avait eu des critères. Et ces critères-là, oui, c'est de bonne guerre qu'il faut avoir des critères du genre les factures, par exemple, d'électricité et d'eau. Rares sont les entreprises au Bénin qui sont à la fois propriétaires de leur fonds de commerce et propriétaires du fonds de l'immeuble. Et en général, les factures portent le nom du propriétaire. Là, bon, on a eu quelques difficultés, Dieu merci, de négociation en négociation. On a pu avoir gain de cause sur les salaires. Vous savez, dans certains métiers, il y a deux types de salaires. Il y a les permanents et il y a également ceux qu'on appelle des extras, ceux qui viennent lorsqu'il y a beaucoup plus d'activités, etc. Donc tout ça ont constitué des difficultés au niveau du ministère des Finances pour comprendre tout ça, de régler tout ça et apporter l'aide qu'il fallait. Mais une chose est sûre, il y a eu cet accompagnement qui n'est pas rien. Alors, bon, ce qu'on peut dire d'autre, c'est aussi la façon dont les chefs d'entreprise ont dû régler des questions grâce à la technologie. Il y a des gens qui voyaient la technologie comme quelque chose de futuriste et autres. Ils se sont rendus compte qu'il fallait bien s'adapter immédiatement. La mise à disposition ou la mise en congé provisoire du personnel, ça a été également des pratiques auxquelles on n'était pas habitué, on a dû s'y soumettre. La législation en la matière n'étant pas non plus très précise par rapport à ça, il y a eu quelques fausses notes, mais les choses en sont ainsi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore. Oui, je dois poser. C'est vrai. Vous venez de faire une description donc, de toutes les difficultés et aussi des solutions apportées par l'État central. Nous sommes en 2022. Comment vous vous organisez? Je vous ai vu à l'occasion de la présentation de vœux du secteur privé à la CCI Bénin. Et comment vous vous organisez pour vous relancer en cette nouvelle année 2022? C'est vrai, les mesures ne sont plus aussi corsées qu'elles étaient avant. Comment vous vous organisez? Oui, merci. C'est vrai que la plupart des acteurs du secteur privé apprennent à mieux se parler. Et d'ailleurs, si on ne le faisait pas, nos mandants nous le demanderaient bien volontiers. Donc, dans nos réflexions et dans nos différentes discussions, c'est effectivement qu'il y ait une synergie de part et d'autre, de manière à ce qu'une réflexion soit menée et portée à l'endroit du gouvernement pour que ce dernier comprenne bien le sens dans lequel on souhaiterait qu'il aille. Et c'est un peu le rôle des organisations patronales d'apporter cette contradiction ou en tout cas cette amélioration des décisions prises par le gouvernement. Mais fondamentalement, pour la Confédération nationale des employeurs du Bénin, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, cette capacité à aller vers les outils modernes, mais aussi dans le fond, et c'est toujours en réflexion, c'est de voir comment un engagement fort, un accompagnement ou alors une sorte de conscientisation des acteurs du secteur privé à aller vers le secteur primaire, produire et encore produire pour donner de quoi moudre aux industries en termes d'intrants pour que ces derniers alimentent le réseau de distribution. Je crois que cette réflexion que nous portons au niveau de la Confédération nationale des employeurs du Bénin est une idée qui est en cours de réflexion. On verra les différentes faisabilités et ça va être l'une des solutions, en tout cas des pistes d'orientation qu'on peut proposer au gouvernement pour que, effectivement, leur orientation aille dans ce sens. Nous avons aussi compris que pour les plus jeunes, qu'il faut davantage aller vers des métiers, j'allais dire d'apprentissage fort, des métiers de main, plutôt que
vers des... La bureaucratie. La bureaucratie. Oui, l'enseignement général. Et vous savez très bien qu'à l'issue, vous êtes convaincu d'avance que vous allez remplir le rang des chômeurs, et pourtant vous y allez, ou ils y vont. Je crois que là-dessus aussi, c'est quelque chose qui est très fort et qui a été pris en compte par le gouvernement en associant... Vous proposez donc des formations où à la sortie, on des est apte sur le formations de terrain. type dual, des formations de type entreprise, école, des lycées techniques, etc. Et là, on a été bien heureux de voir que dans la conception même des différents curricula, eh bien, le gouvernement a associé le secteur privé et on travaille dans ces différentes commissions pour apporter exactement les besoins de l'entreprise par rapport à la formation aux formations qui vont être dispensées aux plus jeunes. C'est-à-dire en fait, enfin d'assurer l'adéquation entre le programme de formation et les besoins de l'entreprise. Il y a encore d'autres secteurs sur lesquels on a beaucoup travaillé pendant ces 2 dernières années et qui conduisent à espérer que 2022 soit une année, j'allais dire maintenant, qu'on voit un peu plus clair et qu'on a des raisons d'espérer. D'accord. Vous savez, tout à l'heure, quand il aborde sur la question, le président de la CONEB, non, c'est ça, non? Oui, c'est bien ça. La CONEB pas vous tromper. a dit que, oui, il travaille à ce que les matières premières leur soient fournies pour qu'ils puissent les transformer. Le problème qu'on a au Bénin, je voudrais qu'il me reprenne si c'est pas ça, c'est les difficultés que nous avons à transformer les matières premières. Qu'est-ce que nous faisons? On produit l'ANA et on envoie l'ANA à d'autres qui transforment. C'est vrai que des efforts sont faits sur place pour que quelques entreprises puissent transformer, mais ce n'est pas le gros lot qui est transformé. Idem pour le coton. On produit le coton, on envoie le coton et ça nous revient en costume, en ça, et on les achète un peu cher pour les... Qu'est-ce qui fait la difficulté du Béninois, de l'employeur béninois, de l'entreprise béninoise à pouvoir transformer les produits sur place pour qu'on puisse exporter des produits finis? Ok, je crois qu'on a beaucoup évolué. D'ailleurs, vous me posez la question, mais vous répondez en même temps à la question et je suis un peu content. Parce que en réalité, c'est une question de marché. Vous ne pouvez pas produire et espérer transformer avec un investissement aussi lourd pour une production aussi ridicule pour un marché aussi petit. Là, nous sommes dans une logique de changement de paradigme. Et là-dessus, je peux vous assurer que le travail qu'on fait, en tout cas aux côtés du gouvernement, montre à l'évidence que ce changement est en cours. Les entreprises auxquelles vous avez fait allusion, où ils font un petit peu de transformation, oui, non. Il y en a maintenant de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, dans toute la zone, j'allais dire économique, Zé, Alada, Glodjigbe, etc., eh bien, ces producteurs-là, aujourd'hui, trouvent des industries qui leur permettent d'assurer la transformation. Et parfois même, je ne veux pas faire de publicité, mais il y a des entreprises qui sont sur place, qui sont capables de transformer et d'envoyer la veille au lendemain sur les assiettes des consommateurs européens. Ça existe. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas venu du ciel. Il y a tout un travail de réforme qui nous avait secoué tous. On avait même du mal à comprendre, même nous-mêmes. On s'est plaint, on s'est un petit peu mis un peu contre ça. Mais en réalité, ces réformes ont permis aujourd'hui d'assainir l'environnement des affaires, d'aplanir tout doute, les questions de la flexibilité de l'emploi, etc., etc. Et surtout, la définition d'une zone économique spéciale, contrairement à la zone franche industrielle de Sémépodji, qui a été un travail qui aujourd'hui aboutit, puisque la plupart de ces grandes structures, au lieu de nous envoyer leurs produits et qu'on devienne de vulgaires consommateurs, eh bien, viennent produire localement. Et pour ça, il y a eu beaucoup d'avantages qui leur ont été conférés. On peut toujours se demander si c'est toujours rentable, mais une chose est sûre, il fallait leur donner des biscuits pour qu'ils puissent venir, parce que quand ils arrivent, c'est au moins la création d'emplois et d'autres avantages que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas perdre ça de vue dans la politico-économique. Vous allez bien voir qu'il y a des pays qui étaient bénéficiaires de la loi AGOA. Ça veut dire qu'ils produisent chez eux et qu'ils exportent sans droit au niveau des États-Unis. Ces pays ont perdu
justement cette accréditation ou cet agrément, alors que le Bénin l'a toujours eu et des gens en bénéficient. Ceux qui en bénéficiaient dans ces autres pays, eh bien, regardent le Bénin un petit peu en disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est toujours un plus parce que, justement, on a apprêté, j'allais dire, on a donné suffisamment de terreau à l'espace sur lequel on veut accueillir ces investisseurs. Alors, M. Albert Fialéco, à la suite de la question de Herman Anyambossou, quelle est la réalité sur le terrain? Je veux savoir, est-ce que désormais, parce qu'on a fait des efforts, on a désormais des industries et que la matière première manque, ou il y a que la matière première est là, mais les industries existantes ont toujours de difficultés pour la transformation? C'est comme un chien qui se mord la queue. Vous avez pas suffisamment de production parce que le secteur primaire n'est pas développé. Mais aujourd'hui, le programme qui est mis en place aujourd'hui force à ce que le secteur primaire soit beaucoup développé. Donc c'est déjà une démarche qui a été faite. On suppose que en ce moment-là, la production sera consistante pour l'industrie ou les industriels à qui on fait appel pour venir s'implanter et avoir de quoi mourir. De toutes les manières, si elles arrivent, comprenez qu'elles ont fait des études de marché qui leur permettent de voir qu'il y a effectivement des intrants qui leur permettront de tourner, etc. Et une fois que ça c'est fait, vous avez tout le réseau de distribution, les commerces, les ventes, etc., etc. Donc, je pense que ce projet ou cette réflexion que nous sommes nous en train de mûrir au niveau de la Confédération nationale des employeurs du Bénin est presque pris en compte par ce que l'on voit dans la mise en œuvre, ou en tout cas dans la présentation du programme d'action du gouvernement point 2. Moi, je pense que, contrairement à Herman, qui trouve que c'est vrai, il a raison, parce que par le passé, on sait, le secteur privé n'a pas pu démontrer qu'elle est capable de produire. Et le président, dans sa prise de parole, avait bien fait quand même d'être honnête en reconnaissant que c'était un défaut auparavant et qu'aujourd'hui, il s'organise. Non, je n'ai pas dit ça. Il s'organise, le secteur privé s'organise. Le secteur privé s'organise, mais avant, comme je vous ai dit, vous êtes comme moi, un potentiel investisseur. Vous n'allez pas investir pour produire des aliments qui vont pourrir au sol. C'est clair. Vous n'allez pas le faire. Et pour ne pas le faire, si on vous amène à produire, vous espérez que derrière, il y a un centre de conservation de ces matières premières, de transformation de ces matières premières, etc. etc. Donc, ce n'est pas une volonté ou une incapacité du secteur privé. Non, on est bien capable, on veut le faire, mais effectivement, la capacité financière à mettre en place une industrie, je peux vous dire que ce n'est pas de la portée de tout le monde, en tout cas pas de beaucoup de Béninois. Les autres les pays industriels, c'est des familles industrielles depuis 200, 300, 400 ans. Donc nous débutons, nous sommes effectivement un secteur privé embryonnaire, si c'est ça que vous voulez que je vous dise, oui c'est vrai, mais non, on n'est pas incapable. En tout cas, ce que je dirais, Christian, quand vous regardez avec la dynamique change maintenant quand même. Quand vous regardez la zone économique spéciale avec tout ce que le gouvernement promet, vous avez déjà, vous allez à Glo, environ, vous avez bien fait de le rappeler, il y a déjà l'électricité, il y a l'eau, et il y a même certaines entreprises qui se préparent. Hier, à côté, il y a une industrie de textile qui veut procéder au recrutement de 1000 jeunes d'ici, je crois, avril. Donc, l'entreprise où l'industrie va démarrer ses travaux. Donc, je veux dire par là qu'il y a une nouvelle dynamique qui change la donne catégoriquement et qui fait donc désormais que tout ce que le secteur privé aussi aura produit, même, comme l'a dit le président, le secteur primaire, n'aura pas donc de raison à ne pas investir dans la production. Et nous sommes béninois. Pendant que vous le dites, pour poursuivre dans votre droite de ce que vous dites là, c'est qu'il faut aussi, dans cette dynamique-là, promouvoir le consommation local. Est-ce que vous pensez que le Béninois est en mesure? Si c'est un Béninois qui a causé cette veste-là, vous pensez que le Béninois va acheter ça? Il préfère aller acheter ce qui vient d'ailleurs. Et donc, dans la dynamique de, travailler à produire, à transformer sur place, il faut aussi travailler
à ce que le cerveau du Béninois soit formaté. Soit formaté de telle manière qu'on puisse accepter de consommer le local. Et ce n'est pas difficile. Ah bon, d'accord. Et ce n'est pas difficile, parce que là aussi, c'est aussi une volonté politique de voir imposer au cordon douanier des taxes, même s'il y a la question de libre-échange. Pour décourager l'importation massive. Et de plus en plus quand même, avec tout ce que je vois, les foires nationales, les foires régionales, les foires même de ville et autres, etc. Il y a, les gens changent quand même. Et puis de plus en plus, il y a de belles tenues que nos gars mettent. Et je vous félicite. En tout cas, ça c'est du local. C'est du Canvon. C'est du Canvon. Mais vous savez que je suis familier du Canvon. On est bien d'accord. Il y a un aspect, les employeurs qui font face à la masse salariale des employés. Et lorsqu'on fait on jette un petit coup d'œil sur le nouveau Code général des impôts, il y a quand même les salaires qui connaîtront en tout cas une certaine taxation et autres. Quel est votre regard sur cette nouvelle donne avec le nouveau Code général des impôts? Je n'ai pas compris la question. Oui, je vois où vous voulez en venir, mais je veux qu'on soit précis et je vous répondrai précisément. Les impôts sur le salaire. Oui. Les impôts sur le salaire avec... Donc, il y a les impôts sur le salaire, il y a l'augmentation du SMIC, il y a le bas salaire, il y a tout ça là. Vous voulez que je vous parle de quoi? On commence d'abord par les impôts sur le salaire. Vous avez vu combien c'est un aspect délicat. Non. Il a bien voulu recentrer le débat. Non, c'est pas si délicat que ça. Vous savez, j'ai aussi un rôle pédagogique lorsque je viens ici. Donc il faut que tout ce qu'on lit et qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la réalité. Il y a des gens qui ne lisent rien et qui, de commentaire à un commentaire, sortent un autre commentaire. Oui, ça va dans tous les sens. Si vous m'avez fait appel aujourd'hui, c'est vraiment... Oui, quand même, pour avoir un plaisir. Au niveau des taxes sur les salaires, en réalité, il y a un abattement qui est fait en fonction du nombre d'enfants. Aujourd'hui, de ce que j'ai lu et compris, on a harmonisé tout ça pour un taux, je crois, de 12%. Effectivement, lorsque on fait un cas concret du schéma avant par rapport à ce que deviendra le schéma nouveau, il y a quelques pertes. Et là-dessus, je comprends que les travailleurs, effectivement, s'en inquiètent. C'est des choses qu'il faut dire de manière à ce que notre administration soit on ne peut plus regardant. Quand j'ai fini de dire ça, sur le SMIC, je crois que la question du SMIC se règle en général, c'est même pas en général, se règle au sein de la Commission nationale de concertation, du dialogue social, etc., auquel nous sommes partie prenante. Le patronat est partie prenante. Personnellement, je participe au débat. Les syndicats sont partie prenante. Les différents secrétaires généraux participent au débat. L'administration est présente et en général, c'est sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Donc, c'est des choses qui se traitent très sérieusement dans un creuset très sérieux sur lequel on ne peut pas, nous ici, sur le plateau, dire qu'il y a ci, qu'il y a ça. Ce que je peux vous dire, c'est que le débat est en cours aujourd'hui. Toutes les parties prenantes sont d'accord pour dire que le montant de 40 000 francs n'est pas tenable. Nous sommes d'accord et c'est évident. Nous avons... Oui, pour le SMIC. Je suis au SMIC là. Je suis SMIC. Donc, à partir de ce moment-là, réfléchir à augmenter le montant du SMIC, c'est non, c'est une bonne idée. J'ai dit, on est d'accord, on est plus que d'accord. S'il faut aller à des montants beaucoup plus élevés, on le ferait. Mais il faut être prudent. Parce que ce même SMIC augmenté est payé par le secteur privé qui est le plus gros employeur. Dans les confessions religieuses, vous avez des emplois, même au niveau des syndicats, vous avez des emplois, ou dans les ONG, vous avez des emplois, comme dans les grosses structures, vous avez des emplois. Donc tout ça, les gens ne sont pas forcément prêts à ce qu'il en soit ainsi. Vous voulez dire que vous n'avez pas été sollicité dans la réflexion qui a conduit à cette augmentation du SMIC? Non, mais pas d'augmentation du SMIC encore. Non, pas encore. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de faire des confusions. Il n'y a pas eu d'augmentation du SMIC. Je vais vous expliquer, soyez patients et prenez la peine vraiment de comprendre.
il n'y a jamais eu d'augmentation du SMIC au moment où je vous parle. Par contre, ce que je peux vous dire, la réflexion est en cours dans un creuset, je vous l'ai dit, institutionnel. Je vous ai donné les syndicats, les secrétaires généraux, les présidents du patronat et au plus haut niveau du ministre d'État, évidemment avec l'appui du ministre du Travail et de la fonction publique. Si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut procéder à l'augmentation, et c'est évident, quand vous voyez 40 000 francs avec eux, c'est normal, ce n'est pas tenable. Et donc cette réflexion est en cours. Ce qui a été une décision du gouvernement, c'est de dire, et j'ai fini avec le SMIC, oui, c'est de dire que nous allons définir le bas salaire. Le bas salaire, à la date d'aujourd'hui, c'est 50 000 francs. En dessous duquel aucune taxe n'est payée ni par la part patronale, ni par la part ouvrière. C'est ça. Et le gouvernement se propose de passer à 60 000. De sorte que lorsque vous avez un salaire de 60 000, pas de SMIG, un salaire de 60 000, en dessous, 60 000 et en dessous, vous ne payez aucune taxe par rapport à ça. L'opinion de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, qui n'est pas loin de celle de son organisation sœur, c'est que sur le bas salaire, c'est-à-dire sur le salaire en dessous duquel il faut nécessairement diminuer ou exonérer différentes taxes, nous proposons 100 000. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir suffisamment de réduction, et c'est ça aussi le social, le hautement social passe par l'entreprise, ne vous y trompez pas, c'est l'entreprise qui crée la vie, qui produit, qui machin, etc. Donc si nous allons vers là, et que nous sommes suivis, ça veut dire que nous avons suffisamment une masse d'argent qui nous permet maintenant, pour pouvoir discuter maintenant intelligemment et en toute conscience de l'augmentation du SMIC. Ça. Je pense avoir été un peu clair. Oui. Voilà. Donc, la discussion sur le SMIC, nous, on veut savoir qu'est-ce que le gouvernement met dedans. Il a fait l'annonce de 60 000. On souhaiterait que ce soit plus. Et après, on pourra aviser sur la façon dont on pourra conduire. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement au terme de nos échanges. Oui, quelles sont vos perspectives pour 2022 ? Pour les entreprises, pour les employeurs? Je crois qu'elle redémarre. Hein. Il y a Omicron qui apparaît, mais je crois qu'on est au fond du gouffre. Oui, on est au fond du gouffre, ça ne peut que remonter. Mais encore une fois, cette période qui nous a contraints à nous prendre en charge nous-mêmes, j'espère que ça va perdurer de manière à ce que le consommation local soit vraiment un objectif à atteindre. Et pour l'atteindre, effectivement, les questions de formation, les questions d'infrastructure, les questions de mise à niveau tant des employeurs que des employés, etc., d'investissements nouveaux, d'outils nouveaux, d'équipements nouveaux, etc., eh bien, ça soit la panacée des employeurs pour 2022. Le PAG2, le gouvernement l'a publié et est en train de le vulgariser. Quelle va être la contribution du secteur privé en général et plus précisément de la CONEB qui est aussi un patronat? Oui, bon, je crois que ça va être la dernière question. Oui, encore là, je voudrais encore me faire clair. Le PAG ne sollicite pas une contribution du secteur privé à hauteur de... le PAG est financé par nous tous, y compris les impôts payés par les entreprises, mais payés par vous tous. Donc, je crois que c'est ça qui est payé et pris en charge à hauteur de 48% et autres, etc. Non, 52% pour le secteur privé. Non. Le financement? Non. L'État finance le PAG à hauteur de ce que nous contribuons. Oui. Secteur privé, public, salaire, etc. À hauteur de 48%. Les 52%, l'État ne demande pas au secteur privé de venir. L'État dit, avec les 52%, nous avons la possibilité d'aller sur le marché financier. Donc, vous journalistes, faites souvent cette confusion et vous nous mettez en mal vis-à-vis parfois de nos interlocuteurs. Vous êtes absolument bienvenue. Voilà. Donc, entendons-nous bien.
c'est pour aller sur le marché financier, pour compléter ce que nous tous, nous avons déjà contribué à mettre sur la table pour le financement du PAG2. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Albert Félix. On va nous donner la garantie qu'à chaque fois qu'on le sollicitera, il sera sur le plateau pour éclairer notre il est bien souvent. Moi, je suis demandeur. Je suis demandeur. Monsieur Albert Félix, merci beaucoup, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. C'était donc notre page économie. On va observer la pause, le temps d'installer en plateau. Madame Justine Azoté, elle est responsable admission du groupe Galileo Global Éducation France. Et monsieur Denis Chomel, qui est cofondateur de l'école éthique. On parlera donc de la formation professionnelle au profit des élèves et étudiants du Bénin. LBM, notre passion vous transporte. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instinct. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ dès votre réabonnement, à partir d'Access. Allez, ce matin en plateau, comme je vous l'avais annoncé, eh bien, on va parler de formation professionnelle avec deux invités. Madame Justine Azoté, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Cotonou. Vous êtes responsable admission de Galileo Global Éducation France. On parlera de ça tout à l'heure. Et monsieur Denis Chomel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de cette école éthique qui également est une école du groupe Galileo Global Éducation. Oui, justement, parlez-nous de ce groupe, Galileo Global Éducation. Il s'agit de quoi? C'est une école? C'est un groupe d'écoles. Donc Galileo Global Éducation France est premier en termes dans le domaine de l'enseignement supérieur français. C'est le premier groupe européen. Voilà, et qui rassemble une cinquantaine d'écoles dans différents domaines, à savoir du management, du business, du design, de la mode et aussi du digital et du journalisme. On forme aussi les journalistes. Donc Denis Chomel, justement, qui est cofondateur de l'école éthique, qui forme des étudiants dans le domaine du digital, m'accompagne aujourd'hui pour essayer de parler un petit peu plus précisément de toutes les formations que nous proposons aux étudiants béninois qui de plus en plus rejoignent nos écoles en France. D'accord. Vous ouvrez donc les portes de votre école aux étudiants béninois. Alors, on rappelle aux téléspectateurs que c'est le premier groupe européen d'enseignement supérieur privé. Qu'est-ce qui vous a emmené à atteindre ce niveau? Dites-nous, monsieur Denis. Qu'est-ce que j'ai pas entendu la question? Qu'est-ce qui a emmené le groupe Galileo à atteindre ce niveau pour devenir aujourd'hui en France un leader? Voilà. L'éducation est la question du 21e siècle. Et une chose qui est un chiffre important, on est dans des sociétés qui sont de plus en plus complexes et sur lesquelles les besoins en formation vont devenir une clé essentielle pour le bien-être de chacun. Et il faut savoir qu'en 2050, c'est loin mais c'est pas très loin, la moitié des étudiants dans le monde seront sur le continent africain. Donc il y a un enjeu absolument majeur à prendre et à anticiper cette évolution, pas seulement de l'éducation, de nos vies personnelles à toutes et à tous. On va entrer dans des mondes de plus en plus complexes, passionnants, mais sur lequel l'enjeu de la formation de toutes et de tous
est extrêmement important. Alors, vous formez par an près de 170 000 étudiants qui viennent de par le monde. Qui viennent de partout, oui, effectivement. Oui. C'est vrai que la force de Galileo Global Education, c'est aussi de proposer des formations adaptées selon les différents projets afin que les étudiants puissent atteindre leurs objectifs et devenir puissent atteindre leurs objectifs et devenir comment dit-on, des acteurs de demain. Voilà. Alors, quels sont les types de formations? C'est vrai que vous avez surfé un peu sur ce que vous offrez aux étudiants en matière de formation, mais aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un monde beaucoup plus globalisant. L'innovation qui, aujourd'hui, est devenue, en tout cas sur le marché, beaucoup plus compétitif. Quels sont les types de formations qui sont adaptés à chaque région, à chaque pays? Par exemple, je prends notre pays, le Bénin. Alors, ça a changé nos vies. Oui. Voilà. Le digital a changé nos vies. Ça a changé nos vies parce que ce soit dans nos relations avec la banque, avec les services, avec l'information, l'accès à l'information, le fait de réserver éventuellement des billets de train ou des choses comme ça, on va utiliser ces choses-là. Derrière chaque application, il y a des gens qui travaillent, qui ont fabriqué ces applications, et il n'y avait pas d'école dédiée à ces métiers-là. Voilà. Donc c'est ce qu'on a créé il y a 20 ans, cette école qui s'appelle ETIC, qui veut dire Hautes études des technologies d'information et de la communication, qui est née en 2000, c'est-à-dire qui est née au moment où Internet vraiment arrive sur la scène. Et l'idée était, et toujours aujourd'hui, de former des gens qui soient dédiés spécifiquement. C'est pas comme une école d'informatique, c'est pas comme une école de business, c'est pas comme une école de design, c'est tout à la fois dédié aux nouvelles technologies. Et vous imaginez qu'en 20 ans, les choses ont beaucoup évolué. Il y a 20 ans, on apprenait à faire des sites internet, puis après ça, on a commencé à apprendre à faire des applications sur des smartphones, et puis maintenant, on parle d'intelligence artificielle, on parle de marketing digital, et ce sont des métiers de très grande diversité. Et on ne travaille pas dans le digital. On travaille dans le luxe, on travaille dans le commerce, on travaille dans la finance au moment du digital. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire le voyage et venir ici? Parce qu'il se trouve que dans nos étudiants qui viennent de par le monde, et je ne dis pas ça pour la gornerie, les Béninois se font remarquer. Au point que j'ai contacté Justine, qui travaille pour le groupe à la cellule internationale, en me disant « Mais il se passe quoi au Bénin ?» Et je vais vous citer deux exemples. Un garçon qui vient de Porto Novo et qui est maintenant data scientist à la BNP, la banque, voilà, le groupe bancaire. Et puis un autre s'appelle Adebayo, qui sont arrivés avec de tout évident, enfin qui lui maintenant travaille comme développeur web, développeur d'applications web, et les deux sont entrepreneurs, les deux montent des business et des activités, un pied à Paris, un pied ici, et ont une très grande envie de participer au développement du pays. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous parliez de monde globalisé. Il ne s'agit pas de quitter le pays, on n'est plus dans les années 60, hein. Il ne s'agit pas de quitter le pays pour aller travailler ailleurs, et c'est pas la fuite des cerveaux, c'est le contraire, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une possibilité, notamment avec les nouvelles technologies, de pouvoir ramener de la valeur ici, de pouvoir créer des activités qui sont elles-mêmes globalisées et mondiales, de pouvoir aider des activités qui se passent ici en étant ici. Ici. Donc les cours ne se font pas forcément en présentiel, c'est ce que vous voulez dire? Si, a priori ils se font en présentiel, mais en temps de pandémie, paradoxalement, la pandémie nous a ouvert un champ formidable, c'est-à-dire que en France, tous les étudiants étaient tenus à rester chez eux, et donc tout d'un coup on s'est dit, mais si je dois rester à la maison, allez-y. Si je dois rester à la maison, que ce soit à Paris ou que ce soit à Cotonou, en fait c'est pareil. Voilà. Et donc on a ouvert, et on a effectivement depuis 2 ans certains étudiants qui suivent les cours à distance. C'est pas notre propos. Hein, l'idée là, à travers ce salon sur lequel nous allons participer demain et après-demain, Madame Azoté va revenir là-dessus. Va préciser ça. L'idée, c'est de venir faire des études, le temps de ces études en France,
Parce que c'est pas seulement les cours, c'est pas seulement les compétences, c'est un état d'esprit, c'est le fait de se rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, c'est de rencontrer des idées. Et c'est ça qui forme beaucoup. Voilà, vous avez parlé de 54 écoles réparties dans toute l'Europe. Oui, tout à fait. Pourquoi ne pas installer une école de référence ici aussi, à Cotonou, pour accueillir, je dirais, les étudiants du Bénin, de la sous-région, de l'Afrique, plutôt que de les emmener à voyager? C'est une bonne idée que je soumettrai au président du groupe. Super. C'est vrai. Et c'est vrai que je dois rajouter aussi que moi, j'ai eu la chance, effectivement, aussi, en tant que béninoise, d'évoluer en France, d'étudier en France. Et en effet, de plus en plus de Béninois viennent bénéficier de l'expérience internationale en France. Et après, j'en connais beaucoup qui sont revenus au pays, et notamment qui contribuent aujourd'hui au développement de celui-ci. Donc, en effet, en tant que béninoise, j'étais assez fière de venir rencontrer des étudiants, des lycéens béninois pour leur proposer un petit peu ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire des formations que nous proposons dans différents domaines afin que ceux qui le désirent puissent nous rejoindre la rentrée prochaine. Donc, en effet, nous sommes là aussi pour un événement qui aura lieu au Novotel, à la salle Baobab, le vendredi 14 et le samedi 15 janvier, entre 9h et 18h, ces 2 jours-là, et où ces étudiants-là, qu'ils soient lycéens, parents d'élèves ou alors étudiants, ou même des professionnels encore en activité qui ont envie de faire une formation pour occuper un poste plus important plus tard, peuvent aussi venir nous rencontrer sur ce salon au Novotel afin d'échanger un petit peu plus sur leurs projets académiques ou professionnels. Voilà. Voilà, et ça va se tenir donc à Cotonou à partir de demain, ça prendra fin. Alors, donnez-nous quelques idées sur comment se fait l'admission dans cette école. D'accord. Oui. Alors, les formations sont accessibles à partir du post-bac déjà, et aussi en admission parallèle. Voilà, un étudiant intéressé pour intégrer nos écoles envoie directement sa candidature à l'adresse email qui sera affichée sur l'écran dans quelques instants. Donc voilà, on envoie directement sa candidature. Ça fait info@gg du.fr, c'est ça, voilà. Et donc, une fois qu'on reçoit le dossier, il y a un examen, on va examiner le dossier avec les membres du jury qui prendront une décision. Donc, si le dossier est admissible, l'étudiant va recevoir une convocation pour passer un entretien d'admissibilité, donc à distance, ça se fait sur Teams aujourd'hui. Et si l'entretien se passe bien, il y aura un avis soit favorable ou défavorable. Donc, si l'étudiant est admis, on va lui demander donc de verser un acompte pour s'inscrire et garantir sa place au sein du programme. Et puis après, il va suivre un autre entretien à Campus France pour également obtenir un avis favorable s'il réussit l'entretien. Et ensuite, le visa et puis intégrer nos écoles à temps, quoi. Voilà, c'est le circuit. Allez, on va finir avec nos échanges. Quel est le message que vous avez apporté à l'endroit de toute cette jeunesse-là qui vous suit aujourd'hui et qui a soif de formation? Absolument. Il y a des possibilités aujourd'hui, en 2020, il y a des possibilités de développement individuel, de développement personnel, et de faire participer ça au développement de son pays ou de sa communauté, qui sont vraiment plus fortes qu'elles ne l'étaient avant. La création de richesses par le digital et la création de services et du bien-être commun et aux mains beaucoup plus accessible que quand on était au temps d'une industrialisation qui demandait forcément des moyens énormes. Là, il y a une possibilité pour chacune et chacun. Depuis quelques jours que je suis ici, j'ai déjà rencontré des jeunes gens qui se sont formés en partie ici, qui ont été par exemple jusqu'à des licences. J'ai rencontré des développeurs web et des choses comme ça, qui sont tout à fait brillants et tout à fait intéressés, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de se développer plus. Et il y a vraiment une opportunité. Et j'écoutais l'intervenant précédent qui parlait du développement et à quel point le Bénin est en train de changer de paradigme. Et j'ai reconnu là ce que moi je vois de fait par la qualité des étudiants qui viennent me voir. Et c'est pas seulement qu'ils sont brillants, c'est qu'ils ont envie
de participer, de retourner. Il y en a, même malgré les postes que je vous ai décrits, ils sont en train d'œuvrer pour le Bénin et ils veulent créer des structures au Bénin. Des entreprises. D'accord. Allez, la durée des formations, ça varie de combien d'années ça varie parce qu'un lycéen, un bachelier qui rentre en première année, donc s'il veut aller jusqu'en master, c'est 5 années d'études. Mais sinon, si c'est juste un bachelor, un bac plus 3, donc c'est 3 années d'études. Voilà. Et je voulais aussi, si on a un petit peu de temps, je voulais aussi donner plus de détails sur les formations. C'est-à-dire que Denis parlait de l'école du digital, mais vous l'avez compris, nous avons plusieurs écoles. Donc on a l'ESGCI qui forme les étudiants dans le domaine du marketing et relations internationales, par exemple. On a l'ESGRH pour tous les métiers des ressources humaines. On a l'ESG Finance qui va former des auditeurs, des comptables dans le domaine de la finance. Et nous avons et la supply chain aussi, voilà. Et on a aussi des écoles dans le domaine de l'art, par exemple la mode, l'architecture d'intérieur. Vous voyez, Galileo Global Education propose vraiment des formations adaptées à tout type de projet. Pour répondre aux besoins du monde actuel. Tout à fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. D'accord, oui, merci vraiment. Madame Justine Azoté, je rappelle que vous êtes responsable admission de ce groupe Galileo Global Education. Et merci à vous, monsieur Denis Chomel. Merci beaucoup, cofondateur de cette école, une grande école, l'éthique. Merci beaucoup. Et bon séjour au Bénin. Merci. Merci bien. On vous accompagne avec la revue de presse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'importantes mesures sont prises en Conseil des ministres d'hier mercredi, dont le microcrédit. Ici, le matinal et l'autre quotidien parlent de 15 milliards de francs CFA pour la phase 2 du microcrédit à la FIA. La cloche explique que c'est pour soutenir les couches vulnérables. Pour Émergence Info, le hautement social est en marche, ce qui amène le Grand Matin à écrire que le gouvernement reste donc déterminé à relever le défi du hautement social auquel est attaché le chef de l'État. Les autorités béninoises prévoient de décaissement au profit des artisans cibles du projet H. Il s'agit notamment des artisans formés sur le dispositif H et ayant besoin d'un financement compris entre 100 000 et 200 000 francs CFA. Les prêts qui seront octroyés dans ce cadre doivent être remboursés dans un délai de 18 mois au plus tard à un taux d'intérêt de 9%. Fraternité note que le gouvernement est décidé à accompagner davantage les bénéficiaires dans leurs activités et consolider les acquis de la première phase. Cette phase 2 va consister, outre le maintien des crédits actuellement consentis, à mettre en place une nouvelle formule pour la prise en compte des demandes de la tranche de 50 001 à 100 000 francs CFA et à financer des porteurs de projets parmi les artisans cibles du projet Arche. Mieux, le gouvernement entend élargir son champ d'action en laissant ouvert les microcrédits à toutes les populations éligibles, y compris celles qui avaient déjà bénéficié des crédits de 30 000 à 50 000 francs CFA. Avec Matin Libre, on peut lire que mercredi, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie a procédé en collaboration avec la Pièce Bénin et l'Agence nationale pour l'emploi au lancement du recrutement de 1000 jeunes au profit des industries textiles. Le présent recrutement est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans sachant lire ou écrire le français. Ainsi, précise Fraternité, ainsi par ce programme de recrutement massif de jeunes, ceux qui veulent réellement travailler auront d'emploi, car à en croire les autorités présentes, 3000 jeunes seront recrutés d'ici décembre 2022, plus précisément 1000 jeunes en août et 1000 autres en décembre. Et d'ici avant 2026, 15 000 jeunes seront recrutés dans les 2 unités de textile, 6 à la zone industrielle de Glodjibé. Le journal d'en déduire qu'ainsi par ces recrutements, le gouvernement de la rupture est en train de résoudre progressivement le problème du chômage au Bénin, rapportant le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou.
S'intéressant à la hausse des prix des produits de première nécessité, Matin Libre présente la réalité dans les marchés. La cause de la surenchère successive que connaissent les denrées alimentaires de base et que de tout temps on a attribué à la Covid-19 semble désuète. C'est dur pour les Béninois, plaide le journal, pour lequel difficilement ils tiennent le coup de cette cherté de la vie, notamment des produits ces derniers mois, du marché d'Akasato en passant par celui de Védeko pour le grand marché de Dantokpa. Grossistes, semi-grossistes, détaillants et notamment les clients vivent l'intenable. C'est la saga au niveau des prix de vente des denrées alimentaires, le comble même celles localement produites. Et dans le secteur des finances, l'économiste du Bénin rapporte que le programme d'action du gouvernement PAG2 vient d'obtenir de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique un financement de 60 milliards de francs CFA pour booster le secteur agricole au Bénin. Le soutien de la BADEA se poursuivra sans rupture tout au long des 5 ans du PAG2. Le présent financement, s'il est utilisé de manière adéquate dans le respect des délais et des normes de gouvernance, sera vite suivi d'autres financements significatifs de cette institution. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Et ce sera tout pour ce jeudi sur Canal 3 dans votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain, vendredi. Passez une excellente journée. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.